J'ai pris de petites vacances et je suis parti à New York. Ah, la grosse pomme! La ville où vivent plus de 8 millions de personnes. La patrie de Broadway, de l'Empire State Building, de Central Park et de la Statue de la Liberté. Lady Liberty est arrivée de France aux États-Unis en 1885, en plus de 300 pièces détachées de cuivre et avec des instructions, assemblage nécessaire, piles non incluses. C'était en fait un cadeau des Français aux Américains, mais ces derniers ont dû préparer eux-mêmes le piédestal pour l'accueillir. À la place de New York, la statue aurait pu se retrouver à Baltimore, Philadelphie, Boston ou même San Francisco. Toutes ces villes étaient prêtes à payer la construction si elles obtenaient la statue. Mais les New-Yorkais la voulaient aussi. Ils ont lancé une campagne de collecte de fonds et ont réussi à rassembler la somme nécessaire. Ainsi, la statue a officiellement élu domicile à New York en 1886, où elle réside toujours. Désolé, Philadelphie. Bref, la Statue de la Liberté était la première étape de mon séjour et j'étais très excité. Mais j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. Jour 1. Je suis arrivé à New York et la première chose à faire est de prendre le ferry pour Liberty Island. Je la voyais déjà au loin au milieu du port. Lorsque le ferry s'est approché de la statue, tous les gens ont commencé à faire des photos. Je n'ai pas fait exception. J'ai demandé à quelqu'un de prendre une photo de moi, je me suis détourné de la statue, j'ai regardé vers l'appareil photo et j'ai souri. Mais le type a eu l'air choqué. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien pu dire. Il a juste montré du doigt la statue. Ou plutôt, l'endroit où elle se trouvait. La statue avait tout simplement disparu. Il a dit qu'elle était là, mais que la seconde d'après, elle s'était évaporée. D'autres personnes l'ont vue aussi et ont commencé à se demander ce qui s'était passé, mais personne n'en avait la moindre idée. Nous avons quand même atteint le quai et sommes descendus du ferry. J'avais l'impression que ce n'était qu'un tour de magie, mais apparemment, ce n'en était pas un. La Statue de la Liberté avait bel et bien disparu et son piédestal était totalement vide. Bien sûr, certaines personnes sont montées dessus en prétendant être la statue et en se faisant prendre en photo. Très vite, les autorités sont arrivées et n'ont laissé personne quitter l'île. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une enquête et arrêter le voleur, puisqu'il devait toujours se trouver là. Comme s'il était possible de voler la Statue de la Liberté. Ils ont interrogé chaque personne sur l'île. Nous y avons passé toute la journée et à la fin, ils ont dû nous laisser partir. Qui avait la Statue de la Liberté cachée dans ses poches? Jour 2. On nageait en plein délire. Alors j'ai décidé de rester un peu à New York pour voir comment la situation allait évoluer. Bien sûr, le matin, c'est dans tous les journaux, tous les magazines et sur tous les plateaux télé. Toutes les bannières de Times Square montrent les photos de la statue avec des titres comme « M'avez-vous aperçu? La Statue de la Liberté a disparu » et même des titres dramatiques comme « Le vol du siècle, la Statue de la Liberté a été volée ». Toute la ville fait le deuil de cette perte. Il y a un nombre fou de personnes habillées en bleu-vert, comme la patine de la statue, portant des toges et la couronne souvenir en mousse de Miss Liberty. D'ailleurs, les magasins de souvenirs sont tous en rupture de stock, et il en va de même pour toutes ces mini-statues de la Liberté en plastique. J'essaie d'éviter Instagram ou tout autre réseau social. Tout le monde publie des photos de la statue avec un emoji en pleurs et un cœur brisé. Internet s'est transformé en un grand mémorial. Le soir, l'Empire State Building est éclairé en bleu-vert en l'honneur de la statue disparue. Jour 5. La ville de New York est encore plus bondée maintenant. Il semble que toute l'Amérique soit venue pour vérifier que la statue avait réellement disparu et qu'il ne s'agit pas d'un canular sur Internet, comme si nous avions besoin d'un autre de ces canulars. Maintenant, le quai de Manhattan, d'où partait le ferry pour aller à Liberty Island, est surpeuplé. De nombreux fans habillés en bleu-vert, qui me font honnêtement un peu peur, restent là toute la journée en attendant que la statue revienne d'une manière ou d'une autre. Personne n'a le droit d'aller à Liberty Island. Les meilleurs détectives du monde ont été dépêchés sur place pour enquêter sur cette affaire, essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Jour 10. La France a officiellement annoncé qu'elle allait fabriquer une nouvelle statue de la Liberté pour New York. C'est très gentil de sa part, mais les gens continuent de pleurer en disant qu'aucune nouvelle statue ne peut remplacer l'original que l'on aimait tant. Tu te souviens qu'en 1885, d'autres villes comme Boston et Philadelphie voulaient obtenir la statue,
Eh bien maintenant, ils accusent New York d'avoir perdu une statue de 46 mètres de haut, pesant 204 000 kg, affirmant que cela ne serait jamais arrivé si la statue avait été placée chez eux. Ce qui, honnêtement, semble absurde. Par ailleurs, savais-tu qu'il y a d'autres statues de la liberté dans le monde ? Il en existe une version plus petite qui a été offerte par les citoyens américains à la France quelques années après que l'original ait été installé à New York. Ce petit monument d'à peine 11 mètres de haut se trouve près du pont de Grenelle à Paris, ou plutôt se trouvait jusqu'à il y a quelques jours. Pour réconforter les Américains, la France a envoyé la petite copie de Paris à New York et ils l'ont mise sur le piédestal à la place de celle qui a disparu. Mais étant donné que celle-ci est plus de 10 fois plus petite que l'original, elle a l'air un peu ridicule. Enfin, on peut supposer que les New-Yorkais ne peuvent pas s'imaginer New York sans leur statue, même s'il ne s'agit que d'une réplique. Il y a aussi à Paris une copie grandeur nature de la torche de Lady Liberty. Eh bien, celle-ci aussi a été transportée à New York et placée sur Liberty Island comme monument. Pendant ce temps, les propriétaires du New York Hotel and Casino de Las Vegas restent étonnamment silencieux, essayant de rester discrets quant à cette histoire de statue. Jour 20. Le monde a lancé une énorme campagne de collecte de fonds pour réunir la somme nécessaire à la nouvelle statue de la liberté. C'est allé très vite. Il n'a fallu que 2 heures et 47 minutes pour réunir les 100 millions de dollars nécessaires. Près de 2 milliards de personnes de presque tous les pays du monde ont fait des dons. La construction va commencer dans 2 semaines à Paris, comme au bon vieux temps. Ensuite, elle sera à nouveau transportée aux États-Unis. Boston insiste toujours sur le fait qu'on ne peut plus faire confiance à New York avec cette statue. Mais ils ne parviendront pas à convaincre le monde car cette petite réplique sur le piédestal a toujours l'air rigolote. À partir d'aujourd'hui, les touristes sont de nouveau autorisés à se rendre sur Liberty Island pour la première fois depuis l'incident. Il semble que tout New York veuille visiter l'île désormais. Alors les autorités ont dû y instaurer une file d'attente numérique. Tous les billets pour les 2 prochains mois ont déjà été réservés en moins de 10 minutes. Vu les 8 millions de New-Yorkais et les plus de 250 millions de touristes que la ville de New York accueille chaque année, j'estime que je pourrais revisiter l'île lors de la prochaine décennie. Jour 31. Incroyable nouvelle, je n'arrive pas à y croire. La statue de la liberté, l'original, est de retour. On dit qu'elle est réapparue au milieu de la nuit. La petite réplique se trouve maintenant à côté du piédestal et l'original est à sa place légitime. J'avais besoin de la voir, alors je me suis précipité au port, comme tout le monde à New York. Oui, elle est vraiment de retour. Personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les grands esprits du monde entier n'arrivent toujours pas à résoudre le mystère. David Copperfield a un alibi en béton. Mais si tu veux mon avis, je pense que la statue est partie toute seule. Peut-être qu'elle avait simplement besoin de vacances. Je l'imagine en train de se détendre sur une plage d'Amérique centrale. On ne peut pas lui en vouloir. Rester là pendant plus de 100 ans, sans un seul jour de repos, demeurant de marbre malgré tous ces gens qui la prennent constamment en photo, ce n'est pas tous les jours facile. Je suis content qu'elle ait pris de petites vacances. Peut-être que nous ne la perdrons pas avant 15 autres décennies. Nous étions tous inquiets, mais elle est là, comme si de rien n'était. Détendez-vous les amis, je suis de retour. Si un jour tu survoles les déserts du sud du Pérou, tu remarqueras des lignes blanches distinctes sur le fond rouge couleur rouille. En y regardant de plus près, tu verras des formes claires, des lignes droites, des rectangles, des triangles, des spirales. On dirait qu'il s'agit de parties d'immenses dessins. Tu remarques un singe, une baleine, un condor, un colibri, etc. Les lignes ont été créées il y a plus de 2000 ans par les habitants de la culture Nazca. Grâce au climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer, les Nazca ont enlevé la couche supérieure de cailloux et ont ainsi révélé le sol sous-jacent. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont toujours un aspect différent. Il semble que les créateurs des lignes aient commencé par des modèles à petite échelle et qu'ils aient augmenté les proportions pour créer des dessins à grande échelle. Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques tentent de déchiffrer la signification des lignes de Nazca. Mais la première référence à ces lignes est en fait bien plus ancienne, puisqu'elles figurent dans la chronique du Pérou du XVIe siècle, où elles sont décrites comme des balises dans le désert.
Étant donné qu'il est impossible d'étudier les lignes et leur symbolisme depuis le sol, elles ne sont devenues mondialement connues que dans les années 1930, avec l'avènement des avions commerciaux. 10 ans plus tard, le professeur américain Paul Kosok, qui effectuait des recherches sur les lignes, a remarqué une chose intéressante. Lorsqu'il a levé les yeux de la ligne, celle-ci pointait directement vers le soleil couchant. Cela s'est produit un jour après le solstice d'hiver, et le scientifique en a conclu que les lignes devaient être le plus grand livre d'astronomie du monde. La scientifique allemande Maria Reich, surnommée la Dame des lignes, a soutenu la théorie selon laquelle les géoglyphes servaient de calendrier et avaient une fonction astronomique. Elle a consacré 40 ans de sa vie à l'étude des lignes et les a balayées centimètre par centimètre. Elle s'est également installée dans une petite maison à proximité des lignes pour les protéger des visiteurs indésirables. Puis, dans les années 1970, des chercheurs américains ont remis en question la théorie liée à l'astronomie. Ils ont remarqué que dans une région comme Nazca, l'un des endroits les plus secs de la planète avec seulement 20 minutes de pluie par an, l'eau est un véritable trésor. Et les lignes droites et les trapèzes doivent y être pour quelque chose. Ils pourraient indiquer les lieux où se déroulaient les rituels organisés par la population locale pour obtenir de l'eau et rendre les cultures plus fertiles. Les images d'animaux dans la région des Andes sont également liées à l'eau. Les araignées sont considérées comme un signe de pluie. Les colibris représentent la fertilité et les singes vivant en Amazonie symbolisent l'abondance de l'eau. Ces dernières années, les lignes de Nazca sont devenues le terrain de recherche d'archéologues de l'université de Yamagata. Ils utilisent des photographies aériennes à haute résolution et des drones pour découvrir et cataloguer les géoglyphes. L'équipe a identifié un total de 358 géoglyphes à ce jour, dont 168 rien qu'en 2022. Ils ont trouvé des images d'humains, de camélidés, d'oiseaux, d'orques, de chats et de serpents, probablement créées entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère. Certaines de ces images mesurent entre 3 et 6 mètres de long. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait pu les détecter auparavant. À titre de comparaison, les plus grands géoglyphes mesurent 365 mètres de diamètre, soit environ la hauteur de l'Empire State Building. Les chercheurs pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées comme moyen de communication dans le désert. Les lignes linéaires indiquaient la direction à suivre d'une vallée à l'autre. Les lignes tracées sur les pentes semblent avoir été tracées le long d'anciens chemins entre les villages. Les scientifiques envisagent maintenant de trouver des modèles dans les géoglyphes en fonction de leur distribution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images. L'IA génère des dessins susceptibles d'être peints dans le désert, et l'équipe vérifie ensuite s'ils font effectivement partie des lignes de Nazca. Un autre géoglyphe péruvien célèbre est un candélabre légèrement plus haut que le Washington Monument, 182 mètres. Il se trouve sur une colline en bord de mer dans la péninsule de Paracas. Les chercheurs ont réussi à déterminer l'âge approximatif du candélabre en analysant les objets trouvés à proximité. Il semblerait dater d'environ 200 ans avant notre ère. Le dessin est gravé profondément dans le sable. Il n'a jamais été conçu pour ressembler à un candélabre. Selon une théorie, le dessin devait ressembler au trident d'une divinité inca pour lui plaire. Une autre théorie populaire veut que les marins l'aient utilisé comme balise de navigation. L'Effigy Mounds National Monument, situé sur le fleuve Mississippi, compte 195 tumulus amérindiens connus. La plupart d'entre eux sont de forme conique, et plusieurs ont l'apparence d'oiseaux, de cerfs, de tortues, d'ours et de panthères. Les scientifiques ont établi que les monticules datent d'environ 450 avant notre ère, et que les images sont un peu plus jeunes. Une étude des monticules a révélé la présence d'outils en cuivre, en os et en pierre. Les descendants des bâtisseurs affirment que les monticules servaient de sites cérémoniels. Cette histoire est transmise de génération en génération. Certains historiens pensent que les tumulus auraient également pu servir à marquer des événements célestes ou des territoires. Le sud-ouest américain et les régions voisines du Mexique comptent plus de 300 Untalios, qui sont des images géantes gravées dans le sol. Les plus célèbres d'entre eux sont les Untalios de Blythe, en Californie, à l'ouest du fleuve Colorado. Les géants de Blythe sont un groupe de 6 figures, dont celle d'un être humain et d'un animal. Les scientifiques pensent que ces images ont entre 450 et 2000 ans. Selon la tribu locale Mojave, il y a une image de Mustamo,
le créateur de la vie. La figure animale représente un lion de montagne qui lui servait d'aide. La plus grande figure est presque aussi haute que la tour penchée de Pise, 50 mètres. Les créateurs des intailles ont dû gratter la roche sombre du désert jusqu'à ce que la terre plus claire apparaisse. Il est pratiquement impossible de les remarquer depuis le sol. C'est pourquoi ils n'ont été découverts que dans les années 1930, lorsqu'un pilote qui les survolait a accidentellement regardé vers le bas. La meilleure façon de voir les géants reste encore l'hélicoptère. Le Kazakhstan peut s'enorgueillir d'avoir ses propres lignes de Nazca, un ensemble d'environ 260 travaux de terrassement dans le nord du pays. Les géoglyphes des steppes présentent une grande variété de formes géométriques, notamment des carrés, des croix, des cercles et un motif à 3 branches. Les créateurs de ces images ont utilisé des matériaux tels que de la terre, des roches et du bois pour les construire à partir du sol. C'est un économiste local qui a repéré les géoglyphes pour la première fois en 2007, alors qu'il naviguait sur Google Earth. Les archéologues supposent que les structures remontent à 8000 ans, mais ils ne savent toujours pas qui les a construites ni pourquoi. Selon une théorie, les lignes permettaient de suivre le mouvement du Soleil. La NASA s'est intéressée à cette découverte car les lignes sont beaucoup plus anciennes que celles du Pérou. Elle a pris des photos des géoglyphes de la steppe depuis l'espace pour tenter de percer leur mystère. Un autre élément qui rend ces lignes si particulières est leur taille. L'une des plus grandes a des côtés aussi longs qu'un porte-avions. Les seuls humains qui auraient pu les construire sont les tribus nomades de l'âge de pierre. Mais il est peu probable que celles-ci disposaient d'outils aussi perfectionnés. Si c'était le cas, cela signifierait que les archéologues doivent revoir les capacités de nos lointains ancêtres. Organiser un si grand nombre de personnes pour qu'elles travaillent ensemble sur un projet complexe est une prouesse. Bien que le cheval blanc situé sur une colline verdoyante de l'Oxfordshire, en Angleterre, puisse facilement passer pour de l'art moderne, il s'agit en fait de l'un des géoglyphes les plus anciens. Il a été créé entre l'âge du bronze et l'âge du fer, 1740-210 avant notre ère, et constitue la plus ancienne figure de colline taillée dans la craie en Grande-Bretagne. Celui qui l'a créé a dû enlever le gazon pour révéler la partie blanche et crayeuse du sol. Les scientifiques ne peuvent que deviner la raison pour laquelle cette œuvre d'art a été créée. Il pourrait s'agir d'un symbole de fertilité ou d'un moyen de marquer un territoire. Les images aériennes prouvent que le cheval a changé au fil du temps à cause du sol. Il a fallu plusieurs siècles pour révéler une forme plus grande, semblable à celle d'un cheval, qui se trouve sous ce que nous voyons aujourd'hui. Les rives du lac Supérieur, dans le Michigan, abritent des roches yupperlites lumineuses, un phénomène naturel de roches syénites riches en minéraux sodalites fluorescents. Ces roches brillent sous la lumière ultraviolette, offrant de magnifiques motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'on a trouvé ces roches pour la première fois, on n'a pas pu les identifier comme un type de roche existant. Bien qu'elles aient été trouvées principalement dans le lac Supérieur, leur origine les fait remonter à des millions d'années. Elles se sont formées à partir de zones épaisses de la croûte continentale du Canada. Elles ont ensuite lentement suivi les calottes glaciaires continentales avec les glaciers il y a quelques milliers d'années. Les phénomènes naturels se présentent sous de nombreuses formes, et l'humanité n'a plus qu'à admirer leur mystérieuse beauté. On a longtemps cru que de l'or caché se trouvait à la fin des arcs-en-ciel. C'est un vieux conte qui remonte à l'époque où les Vikings enterraient leur or en Irlande. Les philosophes et les érudits avaient déjà compris comment les arcs-en-ciel se formaient avant cette époque. Les arcs-en-ciel sont une illusion d'optique, le résultat de la réfraction et de la réflexion. Cette combinaison se produit quand la lumière blanche est diffusée à travers les gouttelettes d'eau sous de multiples angles et qu'elle se disperse en un prisme continu de couleurs. Tous les arcs-en-ciel dont tu es témoin sont doubles, même si la deuxième bande n'est pas toujours visible, car une plus grande quantité de lumière blanche s'échappe en étant plus dispersée. La lumière s'échappe vers le haut, contrairement à celle de l'arc primaire qui va vers le bas. Dans certaines cultures, on croit que les aurores boréales ont été créées par un grand renard de feu traversant les cieux. D'autres pensent qu'elles ont été créées par les panaches de grandes baleines. Dans de nombreuses cultures nordiques, on était persuadé que c'était un signe de nouvelles positives. La façon dont elles se produisent est toujours intrigante, mais d'une manière plus scientifique plutôt que mythique. Les grandes tempêtes solaires causées par le Soleil, situées à près de 150 millions de kilomètres, envoient des vagues de particules solaires chargées dans l'espace dans toutes les directions. Lorsque la Terre croise le chemin de l'une de ces ondes, le champ magnétique et l'atmosphère réagissent.
Lorsque les particules chargées du Soleil frappent les atomes de l'atmosphère terrestre, les électrons passent à un état d'énergie plus élevé. Puis, lorsqu'ils retombent à une forme d'énergie inférieure, créant ainsi les aurores sur les pôles nord et sud. Les volcans sont une manifestation fascinante de la nature. Ils se forment lorsque de la roche fondue chaude, des cendres et des gaz s'échappent d'une ouverture à la surface de la Terre. La roche fondue et les cendres se solidifient en refroidissant, créant le bec du volcan qui entre en éruption et pousse davantage de cendres dans le ciel. Le phénomène naturel d'un volcan combiné à la foudre est un tout autre spectacle. Lorsqu'un volcan émet des nuages de cendres denses près du sol, les particules se frottent les unes aux autres, créant de l'électricité statique, ce qui entraîne des éclairs au-dessus du volcan. Lorsque les nuages de cendres s'élèvent vers la stratosphère, les particules de glace qui se heurtent peuvent créer de grands éclairs. Cette combinaison est similaire à la façon dont un nuage d'orage produit des éclairs. Les orages se forment généralement en fin d'après-midi, lorsque le soleil a suffisamment chauffé la Terre et l'atmosphère pour créer l'environnement adéquat. L'air chaud et humide s'élève dans l'air froid, provoquant de la condensation et envoyant des gouttes d'eau refroidies dans l'atmosphère, où elles se réchauffent et s'élèvent à nouveau. Un orage supercellulaire est susceptible de se transformer en tornade. Cela se produit lorsque l'air chaud s'élève à travers l'air plus froid, provoquant un courant ascendant. Il tourne avec des vents rapides, soufflant dans différentes directions. Au fur et à mesure que l'air chaud est aspiré et que la rotation augmente, l'air froid du courant jet, accompagné de vents forts dans l'atmosphère, fournit de l'énergie supplémentaire pour alimenter le courant. L'air humide forme un nuage en entonnoir qui grandit, descend vers le sol et donne naissance à une tornade. Les États-Unis ont le plus grand nombre de tornades au monde, à raison d'environ 1200 par an. Elles sont aussi parmi les plus destructrices et leur taille est bien plus importante qu'ailleurs. Elles sont particulièrement violentes dans ce que l'on appelle la Tornado Alley, avec l'air sec de moyenne altitude venant des Rocheuses et l'air froid venant de la moitié nord du continent. La civilisation déchue de l'Atlantide a été un mythe populaire romancé par la science-fiction et d'autres croyances. De nombreux lieux ont été suggérés quant à son véritable emplacement. L'un de ces nombreux lieux supposés a été l'œil bleu du Sahara ou la structure de Risha. Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse intéressante, cette formation géologique s'est constituée au cours de millions d'années. L'activité volcanique a initialement soulevé tout le paysage autour de l'œil et, au fil du temps, la structure s'est érodée et effondrée sur elle-même. Finalement, cela a formé des couches de roches, comme celle d'un oignon, et le grand œil que l'on peut voir depuis le ciel. Mais à part la beauté du site, il n'y a aucune preuve solide pour affirmer que les Atlantes y ont réellement résidé. Il existe plusieurs endroits dans le monde avec des lacs roses. Cette couleur unique est le résultat d'une certaine quantité de lumière solaire et de chaleur dans une masse d'eau à forte teneur en sel. Seuls des microbes spécifiques peuvent résister à des conditions aussi extrêmes. Ils produisent et recueillent des caroténoïdes, qui sont une classe de produits chimiques végétaux que l'on trouve dans les cellules des plantes pour aider à absorber la lumière du soleil. Comme les microbes aident à créer les algues roses, les crevettes saumonées qui se nourrissent de ces algues deviennent également roses, tout comme les plumes des flamants roses qui se nourrissent des crevettes et des algues. Pendant des décennies, le mystère des pierres mouvantes dans le désert a laissé les gens perplexes. Certaines pierres, aussi lourdes qu'un humain, se déplaçaient d'une façon ou d'une autre sur le sable, laissant une longue trace derrière elles. Pourtant, lorsqu'on les observait, les pierres étaient totalement immobiles. Seule une technologie avancée utilisée pour surveiller leurs mouvements a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une farce et que les pierres n'avaient pas leur propre esprit. On a ainsi découvert que, pendant l'hiver, la fonte des plaques de glace permettait aux pierres de se déplacer dans toutes les directions avec l'aide de vents légers. Les pierres peuvent se déplacer jusqu'à 5 mètres par minute. Une fois par an, le crabe de l'île Christmas participe à un phénomène étonnant. Sa période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies, entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes sont prêts, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en hordes massives vers la mer. On observe alors une mer de crabes rouges qui se compte par millions, alors qu'ils traversent l'île, créant des barrages et se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs puis reprennent leur chemin, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Les cercles de culture sont un mythe populaire sur Terre, mais sous l'eau, ils se produisent naturellement sans l'intention d'essayer de tromper les gens. Les poissons-globes mâles passent 7 à 9 jours à réaliser laborieusement des motifs complexes dans le sable fin,
en espérant qu'une femelle s'approche et apprécie leur œuvre d'art. Malheureusement, ces motifs sophistiqués ne sont pas conservés une fois l'objectif atteint. Ils s'effacent rapidement après avoir été réalisés, ce qui fait qu'il est rare que les humains les découvrent. On peut imaginer la réaction du premier plongeur lorsqu'il est tombé sur ces motifs étranges. Les déserts ne sont pas les endroits les plus propices à la croissance de fleurs, mais ils ont en commun une rose particulière qui pousse dans chacun d'entre eux, partout dans le monde. La rose des Cymbles ne pousse pas biologiquement, mais est formée de grappes de cristaux à base de gypse ou de baryte. Ces cristaux forment une série circulaire de plaques plates qui donnent à la roche une forme similaire à un pétale de rose. La texture et les tailles peuvent varier selon le désert d'où ils proviennent et le type de sable qui se trouve dans l'environnement. La bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, est un phénomène que partagent de nombreuses espèces sur Terre. Les algues créent une lueur éthérée dans l'océan pendant la nuit. Ces minuscules organismes marins brillent avec le mouvement régulier des vagues, ce qui est communément observé sur certaines plages. La lumière est activée par le mouvement. En groupe massif, ils apparaissent comme des étoiles, scintillant par millions. Les animaux qui ont la capacité de s'illuminer l'utilisent de différentes manières dans leurs environnements uniques. Les méduses, qui flottent sinistrement dans les profondeurs, émettent une lueur pour avertir les prédateurs potentiels. Les minuscules bactéries visibles uniquement au microscope utilisent leur lumière comme une forme de communication. Les poissons des profondeurs, comme la baudroie, utilisent une lumière au bout de leur tête comme appât pour imiter les poissons plus petits et les attirer vers eux. Les lucioles brillent la nuit pour attirer des partenaires potentiels, et les coléoptères et latéridés émettent une lumière orange lorsqu'ils sont dérangés, l'utilisant comme un mécanisme de défense.